Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce rendez-vous aux 50 concernant la lutte anti-blanchiment des capitaux, anti-financement du terrorisme et gel des avoirs. Bien évidemment, ce n'est pas un exposé théorique. Ce qui nous préoccupe ce soir, c'est comment nous, experts comptables, sécuriser notre pratique professionnelle. J'ai la grande chance d'être accompagnée par Thierry Dufan, commissaire du gouvernement, donc membre de la DRFIP, et Florence Audecoeur, qui est la grande dame qui connaît tout par cœur concernant la lutte anti-blanchiment. Après quelques verres de champagne seulement. Très bien. Eh bien, seuls ceux qui seront sur place ce soir auront la fin de l'épisode. Alors, bonsoir à tous les deux. Merci beaucoup d'être présents. Donc, ce soir, on va vous parler déjà du rapport du GAFI. Thierry Dufan va nous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, le GAFI, c'est le groupe d'action financière de lutte contre le blanchiment de l'argent et lutte contre le terrorisme. En 2021, la France a fait partie de certains pays contrôlés et notre profession. Et donc, nous avions eu une note concernant notre action, nous, experts comptables, concernant le blanchiment. On va vous parler aussi du contrôle qualité. Comme j'ai la grande chance également d'être présente du contrôle qualité, donc je vais juste faire un petit rappel en termes de contrôle qualité qui est qu'est-ce que vous devez faire, nous devons faire, nous, experts comptables, en matière de contrôle qualité pour sécuriser notre pratique. Et Florence nous parlera après des dispositions qui ont été mises en place, de ce contrôle qualité spécial blanchiment qui existe depuis 1 ou 2 ans, qui a été mis en place au niveau du Conseil national de l'ordre avec ces contrôles très spécifiques, donc qui se détachent du contrôle qualité classique, et également toutes les vigilances que nous devons aujourd'hui avoir en matière d'avoir en Ukraine. Comment on fait pour sécuriser notre pratique dans ce contexte international des avoirs, en gros, russes. Je pense que je vous ai lu le menu. On va commencer par le vif du sujet. Thierry, je vous laisse la parole. Mon rôle en tant que représentant de l'administration, c'est à la demande de la présidente de vous rappeler quelques éléments. Bon. Donc je recommence à zéro. Donc Thierry Dufan, je suis le commissaire du gouvernement auprès du Conseil régional de l'ordre. Ça fonctionne bien? Très bien. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner quelques informations sur des sujets qui sont extrêmement touffus, techniques, évolutifs au gré de l'actualité. Donc vous donner quelques réflexes pour vous permettre de vous orienter et de bien réagir en tant que professionnel du chiffre face à certaines situations. Alors, d'abord, un aspect un peu général. Je vais commencer par les aspects macro et puis après on verra les aspects micro, c'est-à-dire les aspects techniques dans un cabinet comptable. Alors, les aspects macro. Le GAFI, c'est le groupe, comme l'a dit Virginie Roitman à l'instant, c'est le groupement d'action financière internationale. C'est une organisation internationale. Son siège est à Paris. C'est son siège est au même endroit que l'OCDE. On a la chance d'héberger à Paris. Il faut dire que le GAFI a été créé en 89 en France avec les plus grands pays, ce qu'on appelait le groupe des 7 à l'origine. Son action s'est développée ainsi que son champ d'intervention au fur et à mesure, je dirais, des crises internationales. Il faut voir que Al-Qaïda, les attentats de New York 2001, etc., ça a mis quand même le doigt sur
le financement du terrorisme notamment. Hein. Donc le cercle d'intervention du GAFI s'est peu à peu élargi et de plus en plus de pays ont été concernés, enfin associés aux travaux du GAFI. Donc dernier travail remarquable du GAFI, c'est une mission qui a duré des mois, une mission d'évaluation mutuelle par les différents pays dans leur rôle, dans les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Alors ça a donné lieu à un rapport qui est une somme, 350 pages, qui est sorti en mai dernier. Donc on va vous en donner quelques éléments. Vous exagérez, c'est en français. C'est en français, c'est aussi en anglais. Donc on le trouve en ligne, hein, on vous a mis le lien dans le PowerPoint qui est le support de ce webinaire. Alors, cette évaluation donc, juge les différents pays dans les actions mises en place pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le jugement qui a été porté donc, par ce rapport d'évaluation est positif en ce qui concerne la France. On peut s'en féliciter. Les résultats obtenus par la France sont très satisfaisants, tant en matière de conformité aux standards du GAFI que d'efficacité du dispositif. La France figure parmi les premiers pays qui luttent le plus efficacement contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération avec un dispositif robuste et abouti. C'est écrit en français, mais avec une influence de l'anglais en même temps. On le sent nettement. L'équipe d'évaluation a salué tous les efforts et les atouts du dispositif national dans ses différents aspects. Notamment, il est dit que la France dispose d'une bonne compréhension des risques, c'est-à-dire que les risques sont décrits, quoique moins développés chez certaines professions non financières. Les professions du chiffre et du droit ont un meilleur niveau de mise en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, il est souligné, donc, au niveau de la France, au niveau de ses institutions, donc un travail important a été fait. Et c'est aussi vrai, notamment en ce qui concerne la profession des experts comptables. Donc, il faut savoir qu'en France, vous avez un pourcentage important d'entreprises qui ont recours à un expert comptable ou à un commissaire aux comptes. Ça sécurise déjà assez largement les activités économiques. On a une bonne analyse sectorielle des risques. On a un maintien de la compréhension continue du risque face à des risques émergents. Comme je le disais, ces sujets évoluent. Dernièrement, on a vu notamment émerger la problématique des crypto-monnaies ou des actifs virtuels, parce que ce n'est pas des monnaies, paraît-il, des actifs virtuels sur lesquels donc la profession a travaillé en mettant en place, je crois, un groupe de travail. Mais vous développerez ces points, je pense. Et puis surtout, enfin, ce qui est vraiment, et ça revient très régulièrement au long du rapport, si vous le parcourez, vous verrez ça, la profession est félicitée pour sa lutte active contre l'exercice illégal qui va au-delà de la simple sensibilisation, puisqu'on réprime l'exercice illégal, tous les actes de couverture, etc., qui sont la porte ouverte à toutes sortes de trafics, donc cherche justement à contrôler et éliminer le GAFI et toutes les mesures préconisées dans ce cadre. Alors, donc tout ça, c'est plutôt satisfaisant. Ça veut dire que la médaille est bien brillante. Son revers, c'est les points sur lesquels on peut encore progresser. Alors,
dans le rapport sont évalués les différents secteurs d'activité, les différentes professions réglementées, etc. Les experts comptables, dans ce scope, je dirais, font partie des bons élèves en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment. Mais il est toujours possible encore de s'améliorer et les pouvoirs publics attendent encore des efforts pour parfaire le dispositif. Alors, il faut renforcer l'obligation de vigilance envers ce qu'on appelle les PPE. Ce n'est pas la prime pour l'emploi d'autrefois. Hein. Ce sont les personnes politiquement exposées. Améliorer l'identification des PPE, améliorer la qualité des déclarations de soupçons. Vous savez que c'est comme ça que fonctionne Tracfin aussi, c'est-à-dire que les différents acteurs je dirais institutionnels doivent transmettre des déclarations de soupçons chaque fois qu'il y a un problème. En 2021, il y a eu 165 000 déclarations de soupçons, toutes professions confondues. Hein, je ne parle pas que des experts comptables. C'est 43% d'augmentation entre 2020 et 2021. Mais on peut renforcer encore la qualité, c'est-à-dire les éléments de fond qui sont dans les déclarations de soupçons pour que les renseignements soient plus précis et plus opérationnels. Il faut renforcer la vigilance envers le secteur des organismes à but non lucratif qui sont vulnérables au financement du terrorisme, et en particulier des associations à but plus ou moins cultuel, etc., qui peuvent, sous couvert souvent d'activités culturelles, qui peuvent se prêter comme ça à des financements d'opérations terroristes. Donc, vigilance à l'égard de ce qu'on appelle les OBNL, hein, les organismes à but non lucratif, et renforcer encore la sensibilisation et la supervision de la profession, notamment par une approche par les risques et l'application de sanctions disciplinaires et pécuniaires. Ça, c'est déjà largement en œuvre, mais il est recommandé de continuer et renforcer les échanges d'informations concernant les bénéficiaires effectifs avec les greffes des tribunaux de commerce et notifier toute divergence rencontrée. Alors ça, on retrouve ça aussi dans les dernières, le dernier rapport Tracfin, par exemple, sur 2021, qui focalise son attention sur la lutte contre la fraude fiscale. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, évidemment, mais aussi la lutte contre les détournements des aides publiques. Il y a eu beaucoup d'aides publiques pendant la période Covid, et donc il y a une attention particulière à avoir à l'égard de certains détournements de ces aides publiques, que ça concerne l'URSSAF, le travail partiel, le fonds de solidarité, etc. Enfin, tous les dispositifs que vous connaissez bien. Voilà, en quelques mots, ce que je peux dire. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, je crois que c'est parfait, Thierry. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour argumenter en fait l'exercice illégal, on voulait vous parler d'un cas que nous avons eu à Paris pour que vous compreniez en fait le lien entre l'exercice illégal et le financement du terrorisme. Alors, c'est vrai que précédemment, donc j'étais présidente de la commission de répression de l'exercice illégal, donc j'en ai vu passer beaucoup. Je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de suivre, par exemple, un numéro de complément d'enquête qui était sur le trafic de cannabis dans le 93, pour ne pas stigmatiser ce département, où il y avait des comptables illégaux qui faisaient des comptabilités de kebab, par exemple, fermés le midi et vides le soir. Ça permettait donc de blanchir l'argent. Donc pour faire ça, c'était Kebab qui n'avait pas d'activité, qui déclarait des recettes de 200-300 000 euros. Simplement, la rue qui allait bien était remplie de kebab. Donc à force de 200 000 par-ci, 200 000 par-là, vous comprenez la machine à blanchiment qui était en route. Pour faire ça, il fallait un comptable illégal. Et là, il y avait eu un journaliste qui s'était amusé à s'approcher de ce comptable illégal en lui disant si je mets une avance de fonds de 450 000 euros, est-ce que vous allez me demander la provenance? Et le gars lui répondait non, pas du tout. Donc ça, c'était le complément d'enquête
Et on a eu à Paris un cas de personnes qui avaient, je crois que c'était des fausses fiscales, qui avaient permis de prendre des véhicules en crédit beau ou en location longue durée. Et en fait, ces véhicules ont servi à faire des opérations de terrorisme. Ils ont été revendus, je ne sais pas comment, et le produit de la vente a financé des kalachnikovs, des armes, voilà comment l'exercice illégal peut se retrouver comme ça dans un circuit de terrorisme. Pendant longtemps, donc j'ai eu l'occasion de fréquenter tous les procureurs de Paris, de mettre en vain. Ah, non, non, parfois quand je rentrais chez moi le soir, j'avais un peu peur parce que il y avait 2-3 personnes, enfin 2-3 illégaux qui étaient un peu dangereux, hein. On les a vus ensemble au conseil, hein. J'ai quand même dit à mes filles, si je disparais, j'ai quand même donné 2-3 noms, hein. Bon, bref. Donc, ça me permettait, moi, en discutant avec les procureurs de la République, en discutant aussi, par exemple, avec Tracfin, qui parfois nous dit qu'on ne fait pas beaucoup de déclarations de soupçons, je leur répondais que faut qu'ils aillent voir les illégaux. On est vraiment une profession où on est clean, on est correct, on est vraiment dans les clous. Évidemment, il y a quelques experts comptables qui ne le sont pas, et là, on sait s'en occuper. Mais à 98-99%, notre ADN est de respecter la déontologie. Cette déontologie, dont je vais vous... Bon, ça, c'est notre petite pub de l'exercice illégal en Ile-de-France. On est trop content. Je vais le passer vite parce que c'est pas forcément passionnant. Donc, je voulais vous parler du contrôle qualité. Qu'est-ce que nous attendons de vous dans vos dossiers pour lutter contre ce blanchiment et le terrorisme? Bien évidemment que vous ayez la pièce d'identité de votre client et les bénéficiaires effectifs. Les mesures que vous avez mises en place en termes de contrôle interne dans votre clientèle, c'est-à-dire on vous demande de vous exprimer sur le niveau de risque de votre client. On retrouve en fait, c'est la deuxième partie de la pièce, parce que quand vous voyez tous les points positifs du GAFI, en fait, ils sont là. L'identification du client, on l'a dans nos dossiers. Mettre un niveau de risque par activité ou par bénéficiaire ou par... Mais ça, tu nous en parleras après, parce que là, on va glisser sur l'ARPEC, mais je pense que tu vas nous en parler après. Florence, donc vous savez, vous avez 2 niveaux de risque dans vos dossiers, un risque faible ou un risque élevé. Maintenant, c'est comme ça dans la lutte anti-blanchiment. Vigilance à l'égard des opérations réalisées par le client. Un client qui remet 50 000 € en espèces dans son compte courant, vous allez vous poser des questions. Alors, même au-delà de 3 000. On demande à faire certifier les comptes courants. On demande aux clients de l'attester. Et quand on a des opérations un peu surprenantes, moi, il m'est arrivé dans mes propres dossiers de demander la copie du relevé de banque du client. Donc, on le fait naturellement. Documentation dans les dossiers de travail pour justifier nos contrôles. Et bien évidemment, des actions de formation. Nous nous formons. Vous êtes là ce soir. Vous étiez la semaine dernière aux universités d'été. Donc, voilà ce qu'on attend de vous sur la lab dans le contrôle qualité. Alors, la formation, on l'a ajoutée, donc c'est évidemment la formation lab. Vous savez qu'elle a été obligatoire, qu'il y a des trucs qui sont super bien faits sur le site du Conseil national de l'ordre qui s'appelle Reflex Lab. Voilà le lab. Évidemment, ce webinaire fait partie de cette formation lab. Voilà pour ce contrôle qualité classique que vous pourriez avoir, et voilà ce que votre contrôleur qualité
parisien pourrait regarder. Après, il existe une autre brigade depuis 1 ou 2 ans de contrôle qualité qui sont dans la lab. Donc, qu'on n'appelle plus la lab, hein, c'est moi qui vieillis un peu, hein, c'est comme quand on dit RPP, ça se dit plus depuis 20 ans. Donc, c'est LBCFT. Je te laisse la parole. Et on pourrait rajouter maintenant la dernière marotte qui est la prolifération des armes, substances chimiques et autres. Vous allez voir que c'est un sujet qui va émerger dans les mois à venir, même si on voit quand même un tout petit peu moins bien dans comment on pourrait être touché par ça. Mais vous allez en entendre parler. Je voulais revenir un tout petit peu sur le contrôle qualité spécial lab, si j'ose dire, pour vous remettre tout ça en perspective. Qu'est-ce qui se passait depuis 2012, hein, grosso modo, l'avant-dernière mise à jour de la réglementation anti-blanchiment, le contrôle était intégré dans le contrôle qualité classique. Et puis, petit à petit, ça a pris de plus en plus de place dans le contrôle qualité, au détriment de ce que devait être le contrôle qualité. Et à côté de ça, il y a une évolution réglementaire. Hein. Quand je dis réglementaire, c'est pas une manie de l'ordre des experts comptables, hein, c'est les directives européennes qui ont été redescendues dans le Code monétaire et financier, qui ont demandé à ce que le contrôle des opérations anti-blanchiment et financement du terrorisme soit fait en intégrant une approche par les risques. Alors que vous savez que le contrôle qualité classique qu'on connaît depuis 30 ans est un contrôle universel, c'est-à-dire que tous les experts comptables, à un moment ou à un autre, sont contrôlés pour que justement il y ait une équité au sein de contrôle. Contrôle lab, c'est différent puisque là, la réglementation nous oblige à le faire d'après une approche par les risques. Bon, donc il y a un petit plan qui a été monté, il y a un budget qui a été monté. Et puis tout ceci a été mis dans nos textes réglementaires, parce que vous savez que chez nous, quand on n'a pas de texte, on ne peut pas faire de contrôle, ce qui quand même est protecteur de nos confrères et consoeurs. Hein. C'est pas quelqu'un qui décide qu'on va l'embêter, il y a des règles que chacun suit. Donc aujourd'hui, tout ceci est dans le règlement intérieur auquel vous pouvez vous lire si le détail vous intéresse. Alors, les grands principes de ce contrôle qualité. Donc, c'est un contrôle qualité qui est sur un cycle de 3 ans. Tous les 3 ans, on évalue et on évaluera ce qu'on appelle l'exposition au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Vous avez reçu, il y a 2 ans maintenant, donc qui dit 2 ans dit que l'année prochaine, vous en aurez un autre, un questionnaire d'exposition au risque. Et c'est à partir de ça qu'on classifie tous les experts comptables, hein, puisque le contrôle se fait pour les experts comptables personnes physiques, comme le contrôle qualité que nous connaissons, en forte exposition, moyenne exposition ou faible exposition. Vous êtes forcément dans une de ces catégories-là. Si vous êtes dans une forte exposition que nous avons nous-mêmes, avec nous-mêmes, considéré que c'était 5% de la population sur 3 ans, hein, 5% sur 3 ans, donc il y a 1000 personnes sur 3 ans qui subiront, vous voyez, je change de vocabulaire, je n'utilise pas le bénéficieront, qui subiront ce contrôle sur site. Donc, on va venir dans vos cabinets. Ça dure entre 1 et 2 jours. Ça dépend de la complexité de votre cabinet, de votre exposition au risque. Et c'est un contrôle. Donc, c'est fait par une équipe de contrôleurs qui sont des experts comptables en exercice. On a tenu à ce qu'ils soient en exercice pour qu'ils aient quand même une vision assez pratique de ce que nous faisons au quotidien. Par contre, on a concentré, puisqu'il y en a 25 contrôleurs, parce que comme c'est une matière qui est très technique et qu'on démarre les contrôles dessus, qui soit très pointu. On voit déjà que harmoniser 25 personnes, c'est compliqué. Alors, si on en avait 120 comme les contrôleurs à Paris, on n'y arriverait pas. Et ce contrôle, il commence par un contrôle de l'organisation et des procédures du cabinet. Donc, vous allez répondre à un certain nombre de questionnaires quand vous recevez votre avis de contrôle. On va étudier votre manuel, on va étudier vos procédures, on va venir chez vous et puis on va regarder des dossiers.
On va regarder comment les différentes étapes obligatoires qui sont prévues dans les normes professionnelles n'étant que le reflet de la loi, sont appliquées. Ça, il y en a mis. Après, si vous êtes à risque moyen, vous aurez un contrôle, ce qu'on appelle hors site, c'est-à-dire que c'est un contrôle qui se fera à distance. On vous demandera un certain nombre de documents et on regardera plutôt les procédures et l'organisation de votre cabinet en matière de lutte anti-blanchiment. Alors évidemment, si les résultats sont faibles, voire mauvais, bah, on transformera ça en contrôle sur place, mais normalement. Et donc ça, il y a 10% de la population toujours sur 3 ans. Donc, il reste 85% des experts comptables inscrits en Île-de-France, au moins, enfin inscrits en France puisque c'est national, qui n'auront pas de contrôle spécifique. Donc, vous n'entendrez jamais parler d'un contrôle lab. 85%, ça fait quand même un peu de monde. Néanmoins, on vérifiera dans le contrôle qualité classique que vous n'avez pas raconté n'importe quoi dans votre questionnaire en exposition au risque. Et alors ceux qui seront amusés à ça, bah là ça part mal quand même. Hein. Voilà. Donc 5% à risque élevé, 10% à risque moyen, avec des contrôles spécifiques pour les deux, et 85% dans le cadre du contrôle de qualité classique. Alors, qu'est-ce que ça fait? Donc, comment on a réparti ça? Donc, sur les 1000 en 3 ans, hein, donc ça fait 333 par an, pas tout à fait, parce qu'on monte en puissance, en fait. On en a pris la moitié en fonction d'un certain nombre de réponses au questionnaire. Hein. Donc, ceux qui ont le plus de risques identifiables par rapport aux réponses au questionnaire, le plus de dossiers identifiables, et le questionnaire ayant été bâti à partir de l'ARPEC, qui est l'analyse des risques adaptés à la profession, hein, puisqu'il existe une analyse des risques, alors supranationale, mais surtout nationale, et qu'on a essayé d'adapter pour qu'elle nous parle à tous et qu'elle soit proche de notre pratique et vous aider à ne pas avoir à chacun à refaire tout ce travail. Et puis, il y en a une autre moitié qui seront tirés au sort parmi ceux qui n'ont pas répondu au questionnaire, parce qu'on a considéré que ceux qui ne répondaient pas au questionnaire, c'était forcément des gens à risque, parce que s'ils ne répondaient pas, c'est qu'ils avaient peut-être des choses à nous cacher. Donc, ceux qui pensaient échapper à un contrôle en ne répondant pas au questionnaire, je dirais mauvaise pioche. Pour les contrôles hors site, donc les 2500, donc là, à peu près la même chose. Donc, on a pris le deuxième tiers de ceux qui étaient à risque par rapport aux critères de l'ARPEC ou pour ce qu'on appelle l'ensemble de leur œuvre, sur lequel il y avait un certain nombre de critères qui n'étaient pas remplis, où ils nous disaient qu'ils n'avaient pas de formation, qu'ils n'avaient pas de manuel, etc. On a considéré que forcément c'était des à risque. Donc les 500 suivants ont été retenus. On en a tiré aussi quelques-uns au sort par rapport aux répondants, juste pour valider notre système, s'apercevoir nos échantillons n'étaient pas complètement biaisés. On verra ce qu'on fera dans le deuxième lot. Et puis pareil, hein, la moitié tirée au sort parmi les non-répondants. Les premiers contrôles sont terminés, ils ont été revus. Il y en a 900 qui ont été lancés. Stéphanie, je passe sous votre contrôle. Pour ceux qui ne connaissent pas, Stéphanie Festou, qui est notre directrice responsable de la cellule Lab au Conseil national. Et donc, il y en a 900 quand même qui ont été lancés, mais lors des différentes sur site et hors site. On commence à tirer des premières tendances de ce qui est plutôt bien fait par les confrères, de ce qui est bien, peut encore un petit peu s'améliorer, surtout qui n'est pas tout à fait assez documenté, et puis ceux qui sont à améliorer. Donc, ce qui est bien, d'une façon générale, ce qu'on voit, c'est l'identification et la vérification de l'identité. On trouve ça dans les dossiers. Hein. Grosso modo, c'est plutôt bien. Nous, les déclarations de soupçons qu'on a vues étaient plutôt bien documenté, hein, parce que quand on nous dit qu'il faut améliorer la qualité des déclarations de soupçons, Tracfin vise 2 choses, c'est les pièces jointes à la déclaration pour qu'ils n'aient pas à nous poser les questions. Il faut savoir que si on joint pas de pièces, de toute façon, ils vont nous contacter pour nous les demander, donc autant les demander tout de suite.
Et le deuxième élément, c'est la vitesse à laquelle on fait les déclarations par rapport à la date à laquelle on a pu avoir connaissance des faits. Donc, on leur explique toujours que nous, on peut avoir une opération au mois de janvier puis ne l'avoir qu'au mois d'avril l'année d'après quand on fait la révision du dossier. Ils ont encore un tout petit peu de mal à connecter ces deux éléments. Je croyais que c'était top secret, moi, les déclarations de soupçons. Les déclarations de soupçons sont top secret, sauf pour le comité lab. L'autorité de contrôle, le comité lab du Conseil national est autorité de contrôle. Et donc, nous avons tout pouvoir pour voir les déclarations de soupçons, les demander. Mais même sous la torture, je ne vous donnerai jamais un nombre de déclarations. Ah non, 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 non. Ah non. Non, pas pour vous, mais elles sont anonymes pour, comment dire, les personnes qui pourraient être mises en cause, etc. Enfin, il est même, il est même interdit d'en faire état. Voilà. Non, mais il faut le rappeler parce que voilà, c'est important qu'il n'y ait pas d'état d'âme par rapport au risque qu'on prend en faisant une déclaration de soupçon. Non, non. Et je rebondis en particulier sur les propos de Virginie. Oui, non, mais en fait, on ne dit rien. Pour ma vie. Pour sa propre vie. Mais là, c'était la chasse aux illégaux. Je me sacrifiais pour la profession, Thierry. On n'était pas du tout dans la case déclaration de soupçon. Oui, mais je ne l'aurais pas dit. En fait. J'en parle pas. Il semblerait qu'on ne le dise à personne quand on en fait. Même pas à ses collabs, on le dit à personne. C'est pour ça que j'étais surprise de voir en fait lever ce secret pour ce contrôle-là. Je l'ignorais. Oui. À partir du moment où on nous demande de contrôler le bien fondé des déclarations, bien sûr. Voilà, faut qu'on puisse. Mais je vous assure que ça ne sort pas. Moi, quand j'ai jamais une note, je prends jamais une note par écrit, ou quand je la prends, je suis au téléphone avec quelqu'un, je la détruis, je la détruis après pour être sûr qu'il n'y ait pas de traces. Je pense que de notre côté, c'est assez sécurisé, qu'on n'a pas eu de. J'ai pas connaissance qu'on ait eu de fuite ou de sujets. De la même façon, quand vous nous appelez pour discuter au numéro vert. Oui, voilà, il y a un numéro vert quand on a un doute en matière de lab. Je ne sais pas si tu le connais. Tu le connais par cœur? Il est un tout petit peu plus loin. Je vous le passerai. On vous le donnera dès que vous avez un doute. Hein. Vous appelez le numéro vert. Je l'ai fait avec un copain expert comptable il y a 1 ou 2 ans et c'est vrai que je crois qu'on était tombé sur toi, Florence, mais j'ai fait semblant de pas te reconnaître. Mais, vraiment, ça a répondu tout de suite. Là, enfin, j'ai trouvé que la réponse était top. Enfin, là, on ne vous demandera jamais le nom de votre client. On vous demandera d'expliquer les raisons de votre appel. Donc, on va discuter ensemble de professionnel à professionnel. On n'a pas d'ordre à vous donner. Hein. C'est vous qui restez responsable de ce que vous faites et maître de ce que vous faites. Et donc, jamais on vous demandera le nom du client. Voilà. Donc, soyez toujours rassurés sur l'anonymat de toutes ces choses-là. Donc, ce qui va bien quand même, ce qu'on constate, c'est identification, vérification d'identité, c'est plutôt bien dans les dossiers. Les concepts sont rentrés, je pense, bien dans les têtes. La qualité des déclarations de soupçon, nous, on trouve qu'elle est plutôt bonne, celle qu'on a vue. Alors, il y a 2 petits points sur lesquels c'est bien rentré, c'est bien compris. Par contre, la documentation est souvent assez faible dans les dossiers. Or, vous savez que le jour où il y a un pépin, la seule chose que va demander un juge, c'est il va saisir votre dossier, puis il va regarder, où il va vous demander ce que vous avez documenté. Et si vous n'avez pas documenté, vous dites mais je l'ai fait. Bon contrôle pas fait, contrôle pas documenté, contrôle pas fait. Vous connaissez tout ça. C'est pas différent de ce qu'on fait en matière de responsabilité civile ou pénale vis-à-vis de nos clients. Alors sur la connaissance de la nature et de l'objet de la relation d'affaires, alors c'est un grand mot pour dire pourquoi le client veut travailler avec nous et quel est le projet économique du client. Donc c'est montrer qu'on s'est quand même posé la question d'être sûr que le client vient pas chez nous parce que justement on
on risquerait d'être en situation de peut-être un peu de faiblesse économique et qu'on prendrait n'importe quel type de client, ou parce que surtout il a une activité liée aux cryptos auquel on comprend strictement rien, moi la première, et il se dit bon, avec cet expert comptable là, j'aurai jamais de soucis. Donc c'est ça, ces questions-là, donc bien comprendre pourquoi ils viennent chez nous, sachant que 9 fois sur 10, ils viennent par recommandation ou voilà. Donc normalement, on sait d'où viennent ces clients, on sait pourquoi ils viennent chez nous, mais c'est bien une question qu'il faut poser et documenter. Et l'objet de la relation d'affaires, bon, bah, chez nous, dans notre métier, c'est assez facile, hein, parce que c'est les services qui demandent. Donc, bah, il vient pour qu'on fasse sa comptabilité, il vient pour qu'on fasse sa déclaration d'impôt. Enfin, c'est assez facile, mais on s'aperçoit qu'on ne l'écrit jamais, en fait, bêtement. Et c'est pas la lettre de mission qui vaut cette C'est ce que j'allais documentation. dire, c'est surprenant. Oui. Oui, souvent les lettres de mission, elles sont quand même très détaillées. Hein. Bah, pas le, Non, là, vous pas exagérez la, un peu, pas, Florence. pas la nature. Non, mais l'objet de la relation d'affaires, on peut renvoyer en disant, ben voilà, mais normalement, on est censé le faire avant d'avoir fait la lettre de mission. Donc, c'est pour ça que. Mais bon, si on dit voir la lettre de mission, ça suffit largement. Par contre, le pourquoi le client est venu, c'est en général pas écrit dans la lettre de mission. Hein, c'est dans l'entretien initial. Après, on a ce qu'on appelle la clarification des opérations atypiques. C'est dans la lettre d'acceptation de mission. Oui, c'est ça. Dans les modèles qu'on vous propose, vous savez qu'il y a des modèles sur Cap Performance, de lettre d'acceptation de mission. Et là, si vous remplissez ce modèle-là, si vous faites aider de ce modèle, cet exemple, il y a marqué la provenance de la relation. Alors, clarification des opérations atypiques, que veut dire ce magnifique jargon? Les opérations atypiques, c'est tout ce qui attire l'œil d'un expert comptable dans un dossier. Ça peut être un chiffre d'affaires qui triple, ça peut être une marge qui double, ça peut être des clients qui ne payent pas. C'est tout ce que vous faites depuis toujours sans savoir que c'est une opération atypique. C'est un financement qui arrive dans une entreprise et qui ne vient pas du chef d'entreprise ou des associés, qui vient d'un, ce que j'appelle moi un mécène, hein, qui va mettre de l'argent dans l'entreprise. Et ça, on doit, au regard de la réglementation anti-blanchiment, s'assurer que ces opérations-là, dites atypiques, ne cachent pas une opération de blanchiment, ou alors pas de financement du terrorisme en l'occurrence, mais plutôt de blanchiment. Donc encore une fois, ça vous le faites, mais vous l'écrivez pas toujours. Et très souvent, quand vous révisez le dossier, s'il a été préparé par un collaborateur, vous avez posé la question au collaborateur, vous l'avez regardé. Il faut juste garder cette petite chose, parce que c'est là qu'on est en position de faiblesse. Et quand on parlait de sécuriser sa pratique professionnelle, s'il y a vraiment un blanchiment et qu'il y a un problème, et que vous ne l'avez pas écrit alors que vous l'avez fait, c'est vraiment trop bête. Il y a quelques éléments sur lesquels il va falloir encore que collectivement on progresse. Sachant que déjà, si on a identifié qu'on a fait les déclarations de soupçon, on a fait 80% du job. Mais les textes de loi, encore une fois, c'est les directives européennes, le code monétaire et financier, puis derrière, c'est ce qui est repris par l'ordre, mais c'est exactement la même chose. On a aujourd'hui beaucoup de confrères qui font pas ce qu'on appelle de cartographie des risques. C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas d'un point de vue global ou qui ne documentent pas d'un point de vue global quel est le risque au niveau de leur cabinet. Pas au niveau d'un dossier, hein, au niveau du cabinet. Donc, quels sont les types de dossiers que moi, en fonction de l'endroit où je suis dans la région parisienne, de l'activité du client, je considère comme étant à risque. Un kebab dans le 8e arrondissement, c'est peut-être moins à risque qu'un kebab en Seine-Saint-Denis, mais c'est un préjugé. Complètement. Donc c'est chacun, vous voyez, quand je vous donne cet exemple caricatural, c'est que c'est à chacun de réfléchir, on ne peut pas l'écrire pour vous. Et justement, j'allais te poser la question, Florence,
est-ce qu'il y a des activités qui sont ressorties? Alors, je sais que tous mes copains experts comptables qui avaient des comptes de campagne ont été contrôlés. Donc, tu as les 3 activités qui ont fait l'objet de ces contrôles, les Oui, comptes de grosso campagne? modo, vous reprenez le questionnaire d'exposition au risque et c'est Oui. ceux-là dont on avait considéré a priori que c'était le plus exposé. Donc, c'est là-dessus qu'on a lancé les contrôles. D'accord. Et si on ne se souvient plus du questionnaire d'exposition au risque, tu as envie de nous aider ou pas? Il est sur le site. Il est sur le D'accord, site du ok. Je Conseil crois que je vais pas y national. arriver. Et après, c'est quelque chose qu'on a fait à blanc il y a 3 ans, 4 ans maintenant, et qu'on remet à jour avec les premiers résultats de contrôle, parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on considérait à risque, et puis quand on est allé voir les confrères, on s'est aperçu que non, on s'était trompé dans notre analyse, et puis d'autres. Et là, par exemple, donc, dans les contrôles qui ont été faits, donc compte de campagne, bâtiment. Tout ce qui tourne autour des espèces, beaucoup de choses qui tournent autour des ventes de véhicules. Alors là, attention, là je parle au niveau national, je ne parle pas au niveau Île-de-France. Oui, de toute manière, ce sont des contrôles nationaux, donc je ne pense pas que vous ayez fait des statistiques par... Pas encore. Ok. Ouais, tout ce qui tourne autour alors tout ce qui tourne avec certains pays, les relations financières avec certains pays, si vous avez, et on en a vu plusieurs à Paris, un influenceur à Dubaï, là vous êtes, ça doit clignoter de partout. D'accord, donc si on fait la compta d'un influenceur qui est à Dubaï, ça doit clignoter. Vous venez nous voir. Ok. Sur les Parisiens, on a vu des... on a quelques chaînes de détention un petit peu compliquées. C'est-à-dire, vous avez une société française, ok, au-dessus, il y a une luxembourgeoise, jusque-là, tout va bien. Et puis, on a un certain nombre de confrères qui se sont arrêtés là en disant, c'est une luxembourgeoise, je ne sais pas aller plus loin. En fait, c'est pas vrai, il faut remonter tout en haut. Et en fait, vous apercevez que vous êtes sur les îles Vierges britanniques et autres plaisanteries de ce genre. Donc là, vous êtes à risque. Sur les secteurs d'activité, quand même, on est dans le grand triptyque automobile, immobilier et espèces. Forcément. Après, il n'y a pas de... Bon, alors, je ne vous parlerai pas des banques et des assurances parce que c'est quand même pas nos clients classiques. Mais oui, si vous avez, il faut toucher aux banques et aux assurances. Enfin, qui elles-mêmes participent au dispositif TRACFIN voilà. Et qui font le plus de déclarations vous avez... en espèces et de déclarations de soupçons. Alors, vous avez des bijoutiers sur lesquels il y a aussi quelques risques, les bijoutiers créateurs qui manient de l'or ou des pierres précieuses, sur lesquels il peut y avoir des risques. Alors les ferrailleurs, je vous en parle pas, c'est une catastrophe, mais je pense pas qu'on en ait beaucoup en région parisienne. Voilà, mais on fera une synthèse, la première vague, tout compris, et on fera la mise à jour de l'ARPEC avec ça. Mais c'est encore un tout petit peu tôt pour avoir une liste totalement exhaustive. Et si tu es intéressé, on pourra essayer vu la population de la région parisienne, on peut essayer d'en faire un, je veux bien, tri parce que comme spécial. Ça, on communique. Spécial région. Dans nos normes professionnelles. On va avoir quand même tout ce qui est lié maintenant aux cryptoactifs. Et puis, certaines associations aussi. Tu n'as pas cité les œuvres d'art, mais je crois que là, c'est sympa. Oui, antiquaire, œuvres d'art, NFT, c'est un cryptoactif. Oui, mais les œuvres d'art toutes bêtes, j'ai bien compris. Oui, antiquaire, œuvres d'art, parce que il peut y avoir des détournements, des vols dans des musées étrangers qui se retrouvent sur le marché de l'art à Paris. Des choses qui sont passées par des ports francs qui ont été stockés pendant 10 ans et puis qui ressurgissent chez un antiquaire de quartier. Enfin, oui, ça, on peut l'avoir à Paris. Après, les grandes maisons il y en a peut-être 5-6 en France, c'est pas non plus nos clients les plus courants. Donc, on a moins de risques. Mais on a vu... Donc, on a un cabinet spécialisé avec des clients dans les œuvres d'art. Oui, on fait attention. Là, la cartographie parle du cabinet. Oui, on fait attention. On a trouvé aussi de la chenouf dans les commodes aussi. C'est vrai. Mais c'est qui on
Pourquoi tu me regardes comme C'est la ça? police. C'est la police. C'est un des cas qui nous cite toujours en disant que c'est des antiquaires cachaient des sachets de cocaïne, en l'occurrence, dans des antiquités. Et donc, quand ils vendaient l'antiquité, en fait, ils vendaient peut-être pour quelques milliers d'euros un meuble ancien, mais en fait, c'est pas ça qui intéressait l'acheteur. Voilà. C'est l'intrigue du faucon maltais. 1940. Et ça marche toujours. Une fois qu'on a fait sa cartographie, alors si on exerce tout seul ou à deux, c'est assez facile de se croiser avec son co-associé. Quand vous êtes dans des cabinets où il y a 50, 100 experts comptables, on comprend bien qu'il faut se parler et puis faire quelque chose au niveau du cabinet. Et après, il faut que chaque expert comptable, chaque responsable de mission affecte un niveau de risque à chacun de ses clients. Donc on a bien deux niveaux, on en a un qui est au niveau du cabinet, qui peut se confondre avec quasiment le client quand on travaille tout seul ou à un petit nombre d'experts comptables. Par contre, c'est bien de la responsabilité de l'expert comptable d'attribuer un risque à son client, et c'est ce niveau de risque que vous affectez au client qui va faire que vous faites des diligences plus ou moins renforcées. Mais encore une fois, c'est pas différent de ce qu'on fait au quotidien quand on gère un dossier en disant celui-là, les ventes, il est à risque, là, les stocks, ils sont toujours pourris. Et vous ferez plus de contrôle, ou vous demanderez à vos équipes de faire plus de contrôle que ce que vous faites pour d'autres clients. Donc, intellectuellement, ça ne doit pas nous poser des difficultés parce que c'est les mêmes concepts, mais au lieu de l'adapter à l'activité économique, on l'adapte à la lutte anti-blanchiment. Mais moi, je pense que c'est la même logique. On nous dit, et ça on ne le voit pas toujours, qu'il faut prendre en compte le résultat de cette analyse anti-blanchiment et anti-financement du terrorisme dans la conduite de la mission. Si on estime qu'il y a très faible risque, on ne va pas faire de diligence spécifique. Si on considère qu'il y a des grands risques, on va augmenter la fréquence des tests ou poser des questions aux clients ou demander plus de pièces justificatives. Donc ça va vraiment dépendre du niveau de risque que vous évaluez. Donc, si vous êtes ce qu'on appelle, pour jargonner, en vigilance renforcée, donc un client à risque, vous ferez des diligences en plus que ce que vous faites habituellement pour les clients au sein de votre cabinet. Et puis, le dernier petit point où on a souvent des trous, c'est le manuel des procédures, parce qu'on a des beaux manuels de procédures dans les cabinets, mais qui datent de 2016. Donc, depuis 2016, il s'est quand même passé la 4e directive anti-blanchiment, la 5e directive anti-blanchiment. Donc, votre manuel, il prend grosso modo le tiers de ce qu'il devrait avoir comme règle. Alors, encore une fois, si vous êtes tout seul, c'est pas grave. Mais si vous avez des collaborateurs que vous voulez les former, c'est plus ennuyeux. Je sais que le manuel de Cap Performance, on l'avait revu au niveau du comité là. On avait fait un certain nombre de suggestions de modifications donc, qui doivent être en cours. En attendant, vous avez sur le site du Conseil national un mini-manuel qui évidemment n'est pas obligatoire, qui évidemment n'est pas complet, mais dont vous pouvez vous inspirer. Au moins, vous pouvez être sûr que dedans, vous avez tout ce qui est obligatoire. Après, vous prenez pas, en fonction des caractéristiques de votre cabinet. Voilà. Donc là, on parle de la guerre en Ukraine et des sanctions envers la Russie. Et que devons-nous faire, nous, experts comptables? On a un client qui travaille avec la Russie, qui facture des prestations ou des produits avec la Russie. Qu'est-ce qu'on fait, docteur? On pleure. On pleure. On pleure parce que la réglementation est extrêmement complexe.
Donc la difficulté, c'est de repérer les cas où il va falloir se plonger dans la réglementation. Alors surtout, si vous, on va voir les critères un tout petit peu plus loin, si vous pensez que vous n'avez aucun risque, vous oubliez ce que je vais vous dire, ça ne sert à rien d'accumuler un savoir sur ces éléments-là. Par contre, s'il y a un élément qui s'éclaire, il y a une petite zone de risque, il faut vraiment que vous regardiez parce que vous avez des risques à titre personnel. Je ne parle même pas au niveau sociétal de l'intérêt de ces sanctions. Voilà. Et franchement, ça change tout le temps, c'est compliqué. Mais moi, je suis plongée dedans tout le temps et j'ai du mal. Hein. Mais on verra qu'on a moyen de se faire aider. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas nouveau les sanctions vis-à-vis de la Russie. Hein. Ça date de 2014. 2014, bien entendu, c'est l'invasion ou la prise de possession, on appelle ça comme on veut, de la Crimée. Et puis, ça a évidemment été renforcé en 2022 avec ce que certains qualifient d'invasion, d'autres d'opération spéciale en Ukraine, pour ne pas faire de politique. La caractéristique, c'est que ce sont des sanctions qui ont été prises au niveau européen. Hein, c'est des règlements européens, donc qui sont directement applicables en France. Mais c'est écrit comme des règlements européens, c'est-à-dire que ce n'est pas d'une lisibilité absolument limpide. Donc, pour ceux qui sont anglophones, je vous recommanderais de lire aussi dans la version anglaise. Parfois, c'est plus clair que la traduction française. Ça bouge tout le temps. Hein. On en est au 6e paquet de sanctions. Les listes, elles changent tous les 3 jours. Donc, faut suivre. Encore une fois, si vous pensez que vous pouvez être concerné. Il y a un autre petit impact qu'on connaît peu, mais qui peut vous impacter, vous-même, expert comptable ou vos collaborateurs, c'est qu'il y a des pays qui imposent des sanctions extraterritoriales. Alors, il y a les États-Unis, le Canada, etc. Et ces sanctions, bien que de droit américain ou de droit canadien, s'appliquent à toutes les personnes qui ont un passeport américain ou canadien. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas les mêmes que les sanctions européennes. Donc, faites bien attention si vous avez un client dans un entourage russe. Peut-être que c'est autorisé pour un Européen de travailler sur cette mission, mais c'est peut-être pas autorisé si jamais vous avez un collaborateur ou vous-même qui avez une double nationalité. Et puis, ce qu'on a vu aussi, c'est que le nombre de cyberattaques dans ce contexte de guerre s'est accru de façon importante, y compris pour les cabinets et pas forcément que les gros. Donc faites bien attention à ça. Il faut vraiment renforcer parce qu'ils s'amusent et quand vous avez vous êtes rançonné et que tous vos sauvegardes sont bloqués, c'est très très désagréable. Donc il faut en profiter, si j'ose dire, pour bien se mettre d'aplomb sur ces sujets-là. Il y a des journalistes qui ont dit récemment, je ne sais pas si vous avez entendu cette info, que l'attaque du grand hôpital sud-francilien de Corbeil-Essonnes sont des russophones qui l'ont fait. Vous avez vu le bazar que c'est. Il va falloir des mois pour que cet hôpital puisse retrouver un fonctionnement normal. Mais moi, j'ai... Comment dire, ces hackers attaquent, et beaucoup sont organisés depuis Moscou, dit-on. Ils attaquent systématiquement des entités qui jugent un peu plus fragiles, collectivités territoriales, hôpitaux, et pourquoi pas moi, j'ai connaissance de 2 cabinets qui sont des cabinets de petite taille qui ont été attaqués, qui ont perdu des données. Enfin, ça a été une horreur pour reconstituer. Ce sont des entités rackettables en quelque sorte, quoi, avec des enjeux, quelques moyens financiers. Donc, alors, petit aparté en termes d'assurance, hein, si vous êtes dans l'assurance proposée par l'Ordre des experts comptables, il y a une assurance comprise dedans cyberattaque. Bon, c'est pas parce qu'on est assuré qu'on n'a pas eu de dégâts, mais autant déjà être assuré. En revanche, si vous n'avez pas l'assurance, qui n'est pas obligatoire à proposer par l'Ordre des experts comptables, assurez-vous que vous êtes déjà bien assuré. Donc évidemment, le nerf de la guerre, hein, c'est les sauvegardes. Quand on est cyberattaqué et qu'on arrive à réinjecter ces données, à réinstaller ces données, il n'y a aucun souci.
Mais quand on n'a pas de sauvegarde, c'est là le souci. Donc, au minimum, soyez assurés. Et ce qui est pas mal quand on est assuré, c'est parce que quand vous devez après discuter avec la personne qui vous rançonne et payer en crypto-monnaie, bon, moi j'en suis assez incapable. Et donc là, au moins, c'est l'assurance qui prend le relais pour discuter avec la personne qui va bien et qui a les crypto-monnaies qui vont bien. Parce que bon, voilà, tout ça c'est compliqué, mais merci d'avoir attiré l'attention sur ce point-là. Merci. Alors, quels sont ce que j'ai appelé les critères d'alerte, les éléments qui font que vous êtes à risque en matière de sanctions vis-à-vis de la Russie. Bon, bien sûr, c'est quand vous avez un client, un dirigeant, une personne agissant pour le compte, un bénéficiaire effectif qui est lié à la Russie. Il ne faut pas oublier la Biélorussie, même si c'est marginal, ou à l'Ukraine aussi, hein, puisque on sait très bien qu'il y a des régions, c'est assez poreux. C'est quand vous avez une filiale ou une succursale, pardon, d'un groupe russe. Parce que... Mais aussi quand il y a du commerce ou des prestations de services à destination de la Russie, de l'Ukraine, qu'il y a des fonds qui sont à destination ou en provenance de la Russie et de l'Ukraine, donc tous les mouvements financiers. Quand vous avez des transactions qui sont effectuées par une banque russe ou ukrainienne, alors très honnêtement, depuis quelques mois, on n'en voit plus beaucoup, mais avant, ça pouvait arriver, puis c'est pas interdit aujourd'hui. Et puis, quand vous avez, alors à Paris, c'est plutôt un appartement ou un hôtel particulier qui est détenu par une personne qui a j'allais dire, un patronyme qui pourrait laisser supposer qu'il est russe. Vous ne savez pas forcément s'il est russe ou pas, mais il y a quand même des patronymes qui doivent attirer l'attention. Donc, si vous êtes dans un de ces cas-là, il faut commencer à creuser. Et ça, normalement, vous connaissez vos clients, vous le savez, il faut briefer vos collaborateurs. Et ça se fait quasiment tout seul. Il faut bien les briefer. Les sanctions, alors il y en a de 3 sortes. Et la difficulté, c'est de ne pas se mélanger les pinceaux parce que c'est 3 réglementations différentes qui n'ont pas le même champ d'application, qui n'ont pas les mêmes conséquences. Il y a ce qu'on appelle le gel des avoirs, il y a les sanctions économiques, et puis aujourd'hui, petite nouveauté depuis le mois de juillet, il y a des prestations qui sont interdites aux experts comptables. Donc, il faut bien savoir, quand vous êtes dans un des critères dont on vient de parler, quelle réglementation vous allez avoir à appliquer. Parce que si vous regardez les règles qui concernent les sanctions économiques alors que vous êtes dans un cas de gel des avoirs, vous risquez les contresens et pour le coup de ne pas sécuriser votre pratique. Donc, le gel des avoirs, ça concerne les personnes physiques ou les personnes morales. Ça peut concerner les deux. Un gel des avoirs, c'est pas une confiscation des actifs. Hein. Donc, c'est comme son nom l'indique, c'est un gel. C'est-à-dire que l'État français n'a pas le droit de vendre les actifs. C'est pas une saisie. En tout cas, pas tout de suite. En pratique, on est peu concerné, je pense, sur le gel des avoirs. Le gel des avoirs concerne un certain nombre d'oligarques russes qui figurent sur les listes. Il y en a à peu près 2000 maintenant, mais pas seulement. Il y a aussi des terroristes d'autres pays, des ressortissants de certains pays en guerre. Donc, il n'y a pas, sur le gel des avoirs, ça ne concerne pas que les Russes. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous pensez que vous êtes sur quelqu'un qui est susceptible d'avoir un gel des avoirs, donc qui pourrait être lié à un pays où il y a beaucoup de terrorisme, un pays qui est en guerre et où la Russie et l'Ukraine. Vous consultez la liste de gel des avoirs. Je vous ai mis les références, vous aurez la présentation, vous pouvez les retrouver. Faites juste attention qu'ils ont l'habitude de changer tout le temps les liens. Donc, je vais revérifier avant qu'on vous le diffuse, mais ça peut changer un petit peu. Donc, il existe une liste de gel des avoirs. En fait, c'est un fichier Excel. Hein. Vous pouvez taper le nom de votre client. Mais surtout, il faut bien garder une trace de la recherche parce que la liste, elle vous sort pas un beau petit mot en vous disant ben, on n'a pas trouvé. Hein, donc, il faut que vous ayez la liste pour pouvoir démontrer qu'à la date à laquelle vous avez fait le travail, il n'était pas dedans. Bon.
Je pense le Trésor est en train de travailler là-dessus, mais pour l'instant, ils n'ont pas fait. Évidemment, ça paraît à l'évidence, on peut même imaginer, il ne faut pas participer à un contournement de mesures de gel. Même pour des très bons clients, des très vieux clients, c'est carrément pénal. Hein, donc ça, il faut vraiment pas rentrer là-dedans. Qu'est-ce que vous faites si jamais vous avez une mission de mandat de paiement ou de recouvrement amiable de créances auprès d'une personne qui est dans les filets du gel des avoirs? Surtout, vous faites pas le paiement et vous faites pas l'encaissement. Il y a des procédures qui vous permettent de le faire après avoir obtenu l'autorisation du Trésor. Donc, mais pas spontanément. Donc là, vous vous dites, je peux pas. Vous faites pas. Et puis, quand vous croisez une personne qui est liée à un gel, il faut le signaler, il faut le déclarer au Trésor. Je vous ai mis les références du Code monétaire et financier pour ceux qui veulent relire le texte, et puis le lien qui vous permet de le faire. Il faut savoir également qu'une personne qui est, j'allais dire victime, mais le terme n'est pas tout à fait, ne convient pas tout à fait, qui subit un gel des avoirs doit elle-même se déclarer au Trésor. Donc ça veut dire que si vous en découvrez un, il faut que vous lui posiez la question de savoir s'il a fait cette fichue déclaration. Ça, c'est votre devoir de conseil. Donc comme ça permet au Trésor de croiser les informations. On nous pose la question parce qu'on n'entend pas distance. Que veut dire participer? Alors, comptabiliser, non, sauf si c'est comptabilisé dans le compte courant et que ça permet à la personne derrière de retirer l'argent. C'est pas défini plus que ça, mais il faut être extrêmement prudent quand on est dans des zones de gel des avoirs. C'est tout ce qui permet à une personne qui est encore une fois physique ou morale, qui est sur une liste de gel, d'appréhender des fonds. Donc, si vous le comptabilisez dans un compte courant, ça lui permet de le retirer. Si vous comptabilisez une facture fournisseur, pas forcément. Très concrètement, par exemple, on a saisi à peu près 2000 personnes qui se sont ajoutées avec la guerre en Ukraine. Hein. Effectivement, si vous consultez la liste sur le site de la DG Trésor, vous verrez qu'il y a énormément de gens d'à peu près tous les continents. Il y a beaucoup de trafiquants divers et variés, de gens qui ont financé du terrorisme, etc. Enfin, vous verrez, on les reconnaît à partir de leur pays d'origine, si je puis dire. Hein. Alors, je voulais juste vous dire que concrètement, vous pouvez vous abonner à ce site. Hein. Vous avez un système de push, là. Vous recevez des mails sur soit la mise à jour de ces listes avec de nouvelles personnes, soit l'évolution de ces dispositifs. C'est vrai que c'est assez vivant, on le complète régulièrement. Donc, vous pouvez vous abonner si vous voulez suivre cette actualité-là. Et puis, très concrètement, encore une fois, sur le gel des avoirs en ce qui concerne la France, cet été, il y a une communication de notre directeur général des finances publiques, Jérôme Fournel, hein, qui faisait état de plus de 1 milliard de biens saisis. Enfin, gelés. Hein, et donc, notamment sur Paris, par exemple, hein, il y a des hôtels particuliers dans les beaux quartiers détenus par des oligarques qui ont été gelés dans le fichier immobilier. Voilà, donc les comptes bancaires sont gelés, c'est les différents actifs, hein, les bateaux sont saisis, enfin sont gelés, pardon. Je crois qu'il y en a quelques-uns comme ça qui ont été saisis. Chalet à la montagne, vous faites attention, voilà. Villa dans donc ça complique les adresses sur la côte d'Azur ou sur la côte atlantique, voilà. Ça complique un peu la vie de ces personnes, c'est fait pour d'ailleurs, voilà. Et ils n'en disposent plus. Pour autant, c'est pas une confiscation judiciaire à ce stade. Pas encore. C'est un gel. Donc ça pourrait être éventuellement dégelé. Alors, comment les choses évoluent.
bien sûr, quand vous trouvez quelqu'un sur la liste des gels, bon, vous allez revisiter, c'est dit pudiquement, l'acceptation et décider ou non de la poursuite de la mission. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez voir votre cabinet ou vous-même associé à ce typologie de client? Donc ça, c'est chacun en conscience. Mais à minima, il doit être classé en risque élevé en matière de blanchiment et donc faire l'objet de vigilance renforcée. Toutes les opérations financières avec la Russie ou l'Ukraine doivent être considérées comme des opérations atypiques. Et vous devez vous poser la question à chaque fois de savoir si je ne dois pas faire une déclaration de soupçon. Et si vous avez l'impression, enfin, si vous avez un soupçon, un doute sur le fait qu'il y a des contournements ou des tentatives de contournement des mesures de gel, vous devez faire une déclaration de soupçon. Sachant que ce délit de contournement ou de tentative de contournement, c'est puni de 5 ans de prison en fonction de ce que nous dit le Code des douanes. Donc on est en plein dedans. Donc dès qu'on a identifié quelque chose qui tourne avec la Russie, on revalide son acceptation de client, on classe tout à risque élevé et le cas échéant, on fait les déclarations de soupçons qui vont bien. C'est lourd, hein, donc ça prend du temps. Donc, est-ce que vous voulez vraiment continuer à travailler pour cette personne? Il n'y a pas d'interdiction formelle, c'est à vous de voir. Alors, après le gel des avoirs, deuxième lot, qui sont les sanctions sectorielles. Alors, les sanctions sectorielles, c'est pareil, ça ne concerne pas que la Russie. Vous avez une magnifique carte du monde sur le site du Trésor. On est à peu près sur un petit quart des pays du monde qui a des sanctions sectorielles diverses et variées. Les sanctions sectorielles, c'est quoi? Ça vise le commerce avec certains pays, notamment la Russie, et ou certains secteurs économiques. C'est-à-dire que dans les règlements européens, on a listé un certain nombre de secteurs économiques qui sont susceptibles de faire l'objet de sanctions. Les sanctions étant différentes en fonction de chacun des secteurs économiques. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas écrit voilà la sanction. Donc là, il faut que vous alliez vous plonger dans le détail du règlement européen. Bon courage. Qu'est-ce qui est concerné? Grosso modo, c'est alors tout ce qui est luxe, secteur financier, l'aéronautique, le spatial, l'énergie, tout ce qui peut servir à un double usage civil et militaire. Alors le double usage civil et militaire, les tuyaux d'arrosage, hein, ça peut être à double usage. Oui, parce que ça sert pour refroidir dans les centrales nucléaires. J'ai appris ça. Donc voilà, donc si vous avez un fabricant. Non, on a eu un exemple d'un confrère qui nous a appelé en nous disant qu'il avait un de ses clients qui fabriquait, donc en région parisienne, hein, dans la vallée de la cosmétique, des crèmes de beauté bio qu'il vendait en Russie. Ça, on est en plein dedans dans les produits de luxe. C'est tout ce qui dépasse 300 €. Donc un produit de luxe en dessous de 300 €, il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc même nous, dans notre région, on peut être concerné. Et surtout, il ne faut pas penser que ça ne concerne que les grands groupes. Ça concerne aussi des tas de TPE, de PME, hein, ceux qui font des boulons pour l'aéronautique, et il y en a un certain nombre dans l'ouest de Paris, du côté de la Garenne-Colombe, hein, qui font de la visserie spéciale. On est en plein dedans, et ça, c'est pas des grosses boîtes. Et en plus, oui, eux, ils vendaient directement aux Russes. Donc, pensez pas que ça ne peut pas nous concerner. Bon, évidemment, la vente de bois ou de ciment, c'est un peu plus rare à Paris, hein, mais bon. Mais tout ce qui est aéronautique spatiale, énergie, on peut avoir aéronautique spatiale, on peut avoir des sous-traitants qui sont concernés. La cosmétique, le luxe, on peut être concerné. Et puis les véhicules de luxe aussi. Ouais, moi, on a eu connaissance aussi
personnes qui revendaient des Tesla sans leur faire de publicité et Tesla ne vend plus en Russie depuis quelques mois. Par contre, ils vendent en France et cette personne exportait les voitures Tesla qui venaient des États-Unis pour les exporter en Russie. Là, on n'est pas bien. Donc même, encore une fois, des petites entreprises franciliennes peuvent être concernées par les sanctions économiques. Donc, sanctions économiques, le problème, c'est qu'il n'y a pas de règle générale. Il faut les regarder dans les textes. Là, concrètement parlant, si j'ai dans mes clients un vendeur de véhicules qui vend des Tesla, je m'interroge parce que s'il vend 10 Tesla à Monsieur X, je vais aller chercher qui est ce Monsieur X qui, lui, pourrait aller les vendre en... Par exemple. Ah, Mais le cas de Tesla est assez emblématique. Parce que on a eu il y a eu des détournements. Après, on peut pas remonter toute la chaîne. À un moment, ça sera l'expert comptable du troisième intermédiaire de faire. Mais on a vu des cas où il y avait des véhicules de luxe allemands, là en l'occurrence, qui étaient vendus par un concessionnaire parisien. Il était à Paris même, à un Moldave. En plus, c'était en espèces. Donc, on s'est quand même posé un peu la question de savoir ce qui se passait. Non, mais c'est juste pour vous dire que ça peut arriver. C'est pas fréquent. Mais même nous, experts comptables franciliens ayant un cabinet spécialisé dans les petites entreprises, on peut y être associé et sans faire attention. Alors, pour peu que vous ayez, pour rebondir sur votre question, madame, pour peu que vous ayez comptabilisé les recettes en espèces dans la caisse, moyen. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, tous les clients qui ont un lien avec la Russie, il faut regarder si leur activité est sur cette fameuse liste du règlement 833-2014, donc qui change tout le temps. Donc, il faut regarder. Toujours la même chose, ne pas participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet de contourner les sanctions économiques. C'est tellement évident pour nous, mais ça va toujours mieux en le disant. Il y a des missions qui sont plus à risque. C'est pas la compta qui est le plus à risque ou les payes. C'est chaque fois qu'on a de l'organisation, création de société, organisation du financement, organisation d'apport, qui pourrait être la création d'une entité qui sert à détourner. Donc ça, c'est vraiment des missions où vous devez vous poser d'autant plus les questions. La paye, franchement, non. Je ne pense pas que vous ayez eu beaucoup de salariés dans vos entreprises où vous versiez l'argent directement en Russie. Ça, moi, j'en ai vu, mais c'est rare. Toujours la même chose. S'il y a un détournement contournement des sanctions, c'est pénal, donc déclaration de fonds, de la même façon. Et puis, si vous avez un client qui est dans une des activités à risque, même s'il ne commerce pas avec la Russie, je pense que dans le cadre de votre devoir de conseil, c'est bien de lui dire faites attention si vous travaillez avec des Russes. Donc, jetez un petit coup d'œil sur cette liste de sanctions. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est ce qu'on appelle le 6e paquet de sanctions. Donc ça date du mois de juillet 2022. Il y a des prestations qui sont interdites aux experts comptables. Donc ça, règlement européen, partout pareil en Europe. Donc, ils ne devraient pas trouver un quelconque expert comptable et se tourner vers un illégal. Quelles sont les missions qui sont interdites, qui sont susceptibles d'être interdites? Et donc, les missions, c'est tout ce qui tourne autour de la comptabilité, le contrôle des comptes, le conseil fiscal ou le conseil en matière de gestion, et également la domiciliation. Donc, grosso modo, c'est 80% de notre activité qui peut être interdite. Mais ce sont les missions qui sont exécutées directement ou indirectement au profit de toutes les personnes qui sont établies en Russie ou leur succursale, avec évidemment, sinon ça serait trop facile, un certain nombre d'exceptions quand ces entités filiales russes sont détenues in fine par un client de l'Union européenne. Et puis, il y a le problème des filiales françaises de ces sociétés russes.
Alors, stricto sensu, c'est pas écrit que c'est interdit, mais comme on nous dit que c'est exécuté directement ou indirectement, bah moi je pense que quand on travaille pour une filiale française d'un groupe russe, c'est bien rendre service indirectement au groupe russe. Pour l'instant, c'est pas écrit comme ça dans les textes. On a remonté le point, c'est reparti au niveau de la Commission européenne il y a 2 mois et on attend les réponses. Mais la réponse c'est méfiance, 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 hein, parce que filiale d'un groupe russe, c'est extrêmement compliqué. Donc 3 niveaux, le gel des avoirs sur les personnes physiques, sur lesquelles on n'a pas le droit d'aider à ce que les fonds reviennent à ces personnes, les sanctions économiques sur lesquelles on ne doit pas favoriser l'activité économique sur les activités qui sont sujettes à sanctions, et puis carrément maintenant des prestations interdites. C'est quand même la première fois, je crois, que l'Europe interdit aux experts comptables de faire un certain nombre de prestations. Alors, je vous ai mis quand même un petit kit de survie avec la documentation que vous pouvez lire si vous pensez que vous pouvez être concerné. Je vous l'ai mis dans l'ordre où, à mon avis, il faut que vous l'utilisiez. Mais ce n'est que mon avis. On a fait un certain nombre de communiqués au niveau du Conseil national. On a écrit quelques articles. On a fait une fac. Commencez déjà par regarder ça parce que je pense que c'est écrit dans un langage qui est, j'espère, plus proche de notre pratique quotidienne que les textes officiels. Donc déjà, ça vous permettra de faire un premier titre. Voilà le fameux numéro vert qu'on évoquait. Donc une fois que vous avez lu ça et que vous avez un cas pratique, vous n'hésitez pas à nous appeler au 0800 080 341. L'abonnement dont M. Dufault a parlé sur le flash info gel des avoirs, ce qui vous permet, une fois que vous avez fait votre vous avez passé votre clientèle sur la première liste, de ne pas avoir à le refaire le mois suivant, mais juste de regarder les additions et les radiations. Ça vous prendra 2 minutes par jour pour voir si votre client est dessus. Donc, je pense que vous avez probablement intérêt à le faire. Alors, il y a un site du Trésor qui est très bien fait avec une fac qui est quand vous commencez à avoir une petite idée et que vous pensez qu'il y a vraiment un problème, je vous recommande vraiment d'aller le regarder. Les facs sont bien faites. Commencez pas par ça parce que c'est très pointu et vous risquez de vous noyer un tout petit peu si vous n'avez pas fait les étapes précédentes. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une adresse, une sanction Russie à laquelle vous pouvez écrire au Trésor, y répondre, mais ils ne répondent pas aux questions génériques. C'est-à-dire quand vous avez un cas précis, ils vont vous aider à analyser et vous dire vous pouvez pas, c'est gelé, c'est pas gelé, vous faites pas. Mais si vous leur posez une question générique, ils répondront pas. C'est trop compliqué, ils peuvent pas. Mais si vous avez un cas précis, ils répondent, il n'y a pas de souci. Et vous, ça vous sécurise aussi parce que quand on vous a dit faut déclarer, vous savez ce qu'il faut faire. Quand on vous a dit il faut pas déclarer, vous êtes quand même un peu plus tranquillisé. Puis je vous ai mis les références des 2 règlements européens. Donc ça, c'est pour les esthètes, ceux qui ont de longues insomnies l'hiver. Non. Alors, il risque de vous demander le détail, le nom de la société. Tout à fait. Alors, on fera pas la lecture à votre place du fichier, mais l'ordre est une autorité de contrôle qui est chargée de surveiller dans la profession la réglementation LAB, mais aussi la réglementation gel des avoirs. Donc pour l'instant, vous ne l'avez pas beaucoup vu parce qu'on s'est axé en premier lieu sur la lutte anti-blanchiment, mais très rapidement, vous allez le voir, puis je vous ai annoncé le 3e, ce sera la prolifération, mais ça, je pense que vraiment, on n'est quasiment pas concerné. Je vous en prie. Merci beaucoup, Florence. On est extrêmement à l'heure et si vous avez des questions, c'est le moment. Dans la salle ou en ligne,
On en a quelques-unes en ligne, alors merci Isabelle. Ça marche pas ton micro. Oui. Ça marche là? Donc, on a une question. Un client qui a un passeport canadien peut donc faire l'objet de sanctions spécifiques au Canada. Ainsi, nous sommes tenus d'en informer le client s'il a potentiellement des activités avec la Russie. Non. On peut lui dire qu'il y a des sanctions au Canada, mais je ne pense pas que ça rentre dans notre devoir du conseil d'aller le conseiller sur les sanctions canadiennes. Par contre, on peut lui dire que le Canada a pris des sanctions et qu'il faut qu'il aille regarder. Enfin, je suis désolée de cette réponse de Normand, mais ce n'est pas à nous de connaître les 350 pays qui ont pris des sanctions particulières. Après, on a une petite requête pour le Trésor. Serait-il possible de demander au Trésor de mettre à disposition un portail avec des API? Cela nous permettrait de faire des requêtes automatiques. Sur la liste de GEL, le projet est en cours de développement de la même façon qu'on a fait pour le registre des bénéficiaires effectifs. Donc, selon le même concept, pour que ce soit plus simple d'accès, ça va à la vitesse de développement d'un service informatique dans une institution. Donc, prochainement sur le net. Une autre question, est-ce qu'un client qui fait un virement de son compte bancaire personnel d'une somme de 10 € est problématique? Quelles devraient être nos diligences, s'il vous plaît, ou peut-on estimer que son compte bancaire perso ne pose pas de problème? Alors, la première des choses, ce virement, il est à destination de qui? C'est pas précisé. Bon. Un virement depuis son compte perso. C'est pas interdit de faire un virement de son compte personnel. Après, en plus, vous n'êtes pas forcément au courant parce que vous n'avez pas forcément de mission sur les comptes bancaires personnels du client. Après, un client qui fait un virement de 10 000 € de son compte personnel au compte de l'entreprise, comme ça arrive sur les comptes de l'entreprise dont vous êtes l'expert comptable, vous allez demander d'où viennent ces 10 000 €. Ça peut être son épargne, ça peut être le salaire de son conjoint, ça peut être des tas de oui, il faut poser la question. Typiquement, c'est les opérations atypiques sur lesquelles vous allez poser la question puis écrire et creuser si ça vous paraît bizarre. Alors, si ça vient par une banque russe, mais bon, on ne voit plus ça aujourd'hui. Pour finir, c'est pas une question, c'est une réflexion, peut-être pas très optimiste, mais vous allez peut-être nous remettre de l'optimisme. On a l'impression que le rôle de l'expert comptable est de plus en plus détaché des données financières, lourdeur de formulaires et responsabilités, et en face des honoraires de plus en plus bas. Je suppose que c'est peut-être pour moi, celle-là. Alors, oui. Là, on est vraiment dans des cas spécifiques. Et c'est ce que nous a dit Florence en termes de statistiques. Très peu d'experts comptables sont concernés, très peu de clients sont concernés. Donc, on va dire qu'on a une pratique normale où nous pouvons faire des missions de gestion, des missions financières, des missions de gestion de patrimoine, des missions RSE, toutes les missions que vous voulez, qui sont des missions à forte valeur ajoutée où le client peut mesurer rapidement l'effet sur la performance de son entreprise, donc des missions qui se facturent facilement. D'un autre côté, bien évidemment, le revers de la médaille d'une profession réglementée, mais qui sécurise en fait le client et qui nous sécurise cette relation de confiance dans le regard du client, ben, ce sont ces contreparties-là qui, oui, elles sont pas marrantes, oui, ça alourdit nos dossiers, mais on ne peut pas s'exonérer de ces réflexions-là et de se dire est-ce que ce client est dangereux ou pas en termes d'activité? Est-ce qu'on a l'assurance de la provenance des fonds? On a bien évidemment toutes ces questions et là, avec les avoirs russes, et évidemment qu'on se retrouve dans des situations délicates quand nous avons ce genre de
clientèle. Après, c'est vraiment à la marge. À l'ordre, Isabelle, dis-moi, donc là je parlais à Isabelle Faujour qui est juridique. Je ne pense pas qu'on ait eu beaucoup de questions d'experts comptables depuis février, de problématiques. Je crois qu'on répond, on répond à 1200 questions par an à l'ordre des experts comptables à Paris à peu près quand vous avez des soucis de déontologie. On n'a eu aucune question. Alors, j'avais vu passer un mail là, avec une difficulté en fait d'un client qui était d'une filiale d'un groupe russe en Allemagne au début en février. Il fallait payer les salaires de fin février quand tout était gelé au début. Donc, j'ai vu passer une question avec une problématique de paiement de salaire qui s'est dénouée. Donc, oui, c'est contraignant, oui, il faut être vigilant, mais je pense que là, c'est pour, de toute manière, ça nous protège tout ça. Et c'est l'exception. Donc, éclatez-vous sur toutes les autres missions de l'expert comptable. Je pense que vous avez tous vu tout ce qu'on a fait aux universités d'été pour mettre l'accent sur toutes ces nouvelles missions qui sont extraordinaires pour nous, experts comptables. Oui, et chacun est touché, hein, enfin, je veux dire, dans les différents acteurs de l'économie, à commencer par les administrations qui ont beaucoup travaillé. Enfin, l'été a été assez chaud hein, sur ces sujets, je peux vous dire, à Bercy. Les professions réglementées. Il a été chaud partout. Hein. Je ne veux pas faire la malice là, mais. Oui, pardon, j'aurais pas dû utiliser ce terme. Enfin, il y a un intense travail qui a été fait pour repérer notamment les biens qu'il fallait geler. Bon, je pense que toutes les professions réglementées sont fortement impactées par ces dispositifs. Là, on parle en l'occurrence des experts comptables. C'est l'honneur de la profession comptable hein, d'être vigilant sur ces différents sujets. Ça va un peu de soi parce que c'est un effort que tous les pays font. Et les autres professions, pensez aux notaires, aux avocats, aux banquiers, etc., j'en oublie certainement, sont aussi tenus de s'adapter, d'être particulièrement vigilants, d'adapter leurs process, leurs contrôles, etc., pour ne pas financer la guerre, tout simplement. Hein. Je crois que c'est ça l'essence du dispositif. Voilà, donc merci des efforts que vous pourrez faire, même si c'est à la marge, comme le dit justement Virginie, et d'expérience, elle le sait, mais merci du soin particulier que vous pourrez exercer, consacrer à ces sujets dans l'exercice de votre profession. Merci Thierry. Et aujourd'hui, que je ne suis pas qualifiée pour en parler, vous avez la même chose quand vous agissez en tant que commissaire aux comptes. C'est pas mal. Alors, la petite page de pub, hein, si vous nous permettez, sauf si dans la salle, hein, vous avez des questions, on est là pour y répondre. Très bien. Une petite question sur les personnes politiquement exposées. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est pas forcément facile de savoir déjà la personne politiquement exposée. C'est pas forcément évident à connaître et plus, sauf erreur de ma part, il faut aussi prendre en compte les relations de ces personnes. C'est les relations, relations professionnelles, je crois, de ces personnes politiquement exposées. Or, sans liste, c'est vrai que c'est quand même plutôt compliqué. Ça aurait été bien en fait d'avoir une liste un peu justement comme les personnes sur les listes des avoirs et autres pour déterminer en fait ces personnes que l'on est censé suivre. Enfin, suivre, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais enfin bon, c'est la définition de ces personnes politiquement exposées, c'est des personnes qui sont susceptibles d'être corrompues parce qu'elles exercent des responsabilités publiques ou non d'ailleurs. Je crois que ça peut être
Ça peut être des élus, ça peut être des fonctionnaires, ça peut être des dirigeants d'entreprise, je crois, sous votre contrôle, non? Je pense que ce que monsieur veut dire, c'est il y a effectivement le premier alinéa qui vise ces personnes-là. Le deuxième alinéa vise la famille. Ah oui. Alors là, ça devient déjà, bon, le conjoint officiel, on peut peut-être y arriver, mais alors les conjoints divers et variés, c'est plus compliqué. Et le troisième niveau où on nous demande d'identifier, c'est les personnes qui peuvent être en relation d'affaires avec cette personne politiquement exposée, ce qui est, bon, en pratique, c'est impossible. Enfin, je veux dire, aujourd'hui. Il y a un mot, moi, que je me suis retenu de dire pendant tout ce webinaire, c'est que vous avez le droit d'avoir un peu de flair, vous voyez, d'avoir un peu de jugeote, de deviner un peu les situations. Parce que je suis d'accord avec vous, vous ne pouvez pas tout savoir in extenso dans ces domaines-là. Hein, mais ce qu'on vous demande, bah, c'est d'avoir une action qui vous permet d'avoir une comment dire, une certitude, une intime conviction, une certitude relative que vous n'êtes pas en présence d'un cas de corruption, quoi. Hein, concrètement, c'est ça, je crois, le sujet. C'est pour ça que l'alpha et l'oméga de la protection. Voilà, vous vous êtes posé la question. Ouais. Peu de risque qu'on vienne chercher nos responsabilités. Donc personne n'est censé ignorer la loi, c'est ça votre question, mais personne n'a une connaissance universelle non plus. Hein, donc voilà, il faut réduire un peu le risque autant que possible. C'est ça qu'on vous demande. Donc il faut réfléchir un peu, essayer de caractériser un peu la situation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ben, je profite que vous soyez très, très attentifs pour vous inviter aux 3 prochains événements du mois de septembre de l'Ordre de Paris. Le 15 septembre, il y a une webconférence proposée par le Club Innovatio sur l'entreprise libérée. Le 20 septembre, on va vous parler de la session du fonds de commerce. Et le 22 septembre, un atelier pour les jeunes experts comptables qui nous suivent, qu'on appelle les jeudis de la réussite, l'ordre et moi. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci de votre attention. Si vous avez envie de nous envoyer une petite idée de sujet qui vous pour ces rendez-vous aux 50, nous sommes là à votre disposition en matière régalienne ou pas. Très bonne soirée à tous et merci beaucoup. Et puis pour ceux qui sont présents, eh bien un petit cocktail nous attend. Voilà, la prochaine fois, vous viendrez tous. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Merci à tous.